En 1921, pendant le mois d'avril en Australie, un père de famille du nom de William Bowen, sa femme Catherine et leurs 3 enfants habitaient un chalet non loin de Guyra, une petite ville qui comptait 1000 habitants et qui était principalement composée de fermiers. Un jour, leur fille Minnie, qui était âgée de 12 ans, rapporta à son père avoir été attaquée par un inconnu et qui celui-ci l'avait poursuivie en lui jetant de petites pierres alors qu'elle marchait sur un chemin. Terrifiée, la fillette courut jusqu'à chez elle, mais le mystérieux homme disparut avant qu'elle n'atteigne la maison. Puis, le soir venu, une pluie de pierres s'abattit sur les murs du chalet, provoquant un fracas épouvantable. Pensant que l'inconnu était revenu tourmenter leur fille, le couple Bowen firent le tour de la maison, mais ne virent personne. Les jours passèrent, et à chaque nouvelle nuit tombée, des jets de pierres s'abattaient sur la bâtisse, faisant voler les vitres en éclats et terrifiant la famille. À la suite de cette inexplicable affaire, 2 agents de la police locale furent mobilisés pour surveiller la demeure et faire cesser cette activité. Puis, le sergent Ridge ainsi que 4 villageois les rejoignirent. Pendant que les jets de pierre allaient se reproduire, les hommes se placèrent tout autour de la maison et attendirent. Aux alentours de 20 heures, un premier caillou fit exploser une fenêtre juste devant le sergent Ridge. Puis, quelques minutes plus tard, la vitre de la chambre de Minnie se brisa violemment et 2 pierres atterrirent sur son lit. Les hommes fouillèrent la propriété, mais rien d'anormal ne fut constaté. Cependant, dans la demi-heure qui suivit, une vingtaine de pierres seront projetées dans la maison, dont certaines étaient aussi grosses qu'une brique. Le 5e soir, alors que cette étrange histoire était désormais connue dans tout le village, 80 personnes se proposèrent d'aider à la surveillance nocturne. Le sergent Ridge déploya la plupart des villageois en leur demandant de former un cordon tout autour de la maison. Il plaça également tous ceux en lesquels il avait le plus confiance près des murs extérieurs. Lui-même et quelques-uns de ses hommes étaient restés à l'intérieur, surveillant les membres de la famille Bowen en permanence. Depuis le début des événements, l'obscurité gênait les policiers, c'est pourquoi un dispositif constitué d'une puissante batterie et de spots fut installé pour éclairer la maison et ses environs par intermittence. Mais à leur plus grande surprise, ce soir-là, les manifestations se firent encore plus violentes. Des bruits de grattement s'élevèrent de l'intérieur des cloisons et de terribles coups portés faisaient trembler les murs. Mais d'une curieuse manière, quand les lumières s'allumaient, tous les bruits se stoppaient immédiatement. 2 maisons voisines furent également bombardées par des pierres. L'une était habitée par Monsieur Oder, le beau-fils de Madame Bowen et sa jeune famille. L'habitation était située à quelques centaines de mètres de la propriété des Bowen. La maison finira par être tellement endommagée que Monsieur Oder dut se réfugier chez sa belle-mère avec les siens. La seconde maison à être touchée par ces jets de pierre, et dont toutes les fenêtres furent explosées, appartenait à une autre famille. Les jours passèrent et personne ne parvenait à comprendre comment, malgré tout ce dispositif de surveillance déployé autour du chalet, à chaque nuit, des jets de pierre pouvaient être projetés contre et dans la demeure sans qu'aucun suspect puisse être identifié. Des rumeurs commencèrent alors à voir le jour. Certains affirmaient que c'était l'œuvre d'un fantôme qui lançait les projectiles. D'autres, qui ne croyaient pas à cette explication surnaturelle, pensaient que les pierres étaient jetées par des plaisantins, probablement par les mêmes hommes qui surveillaient le chalet. Ils mirent au point divers stratagèmes visant à les piéger, mais tous se soldèrent par un échec. Toutefois, certains policiers remarqueront que l'extraordinaire activité semblait se concentrer sur la jeune fille des Bowen, Minnie. D'après eux, la fillette était responsable de tous ces phénomènes. Pour le prouver, ils lui demanderont de quitter la maison de ses parents pendant toute une journée. Cette nuit-là, les policiers et villageois, à leur grande surprise, ne feront part d'aucune manifestation. Le calme était revenu. Mais le jour suivant, quand la fillette retourna chez elle, à peine avait-elle posé un pied dans sa chambre qu'une pierre passa par la fenêtre et atterrit sur son lit. Au cours de la nuit, une trentaine de pierres seront retrouvées à l'intérieur de la maison et de violents coups frappés dans les murs se feront à nouveau entendre. Le lendemain, les policiers décidèrent de mener une expérience afin d'écarter ou non la responsabilité de la fillette face à ce phénomène. Pendant qu'une vingtaine d'hommes surveillaient la maison à l'extérieur, 4 d'entre eux gardaient la petite fille dans sa chambre. Alors que le bruit sourd des pierres projetées sur le mur extérieur de la chambre se fit entendre, Minnie fut rapidement amenée dans une autre pièce, la cuisine.
inexplicablement, les attaques sur la chambre cessèrent et la cuisine devint la nouvelle cible des projectiles. Un journaliste du Armidale Express, qui se trouvait à l'extérieur du chalet au moment des faits, publia un article sur cette maison et ses étranges manifestations. Il souligna également que la campagne était plane et rien ne pouvait servir d'abri à d'éventuels fraudeurs aux alentours. Il rapporta que la violence des coups était telle qu'il pouvait être entendu à plusieurs centaines de mètres de là. Le fantôme de Gira faisait à présent la une des journaux locaux et il était la cible idéale des spiritualistes qui se précipitaient dans le petit village pour y enquêter. Le mercredi du 13 avril 1921, lors de sa visite chez les Bowen, Ben Dewey, étudiant en théosophie, apprit que la fille prénommée Mai, que Madame Bowen avait eue d'un premier mariage, trouva la mort le 26 janvier, quelques mois avant le début des manifestations. La malheureuse avait perdu la vie à l'âge de 21 ans d'un trouble cardiaque. À sa mort, la jeune femme, qui n'était pas mariée, avait également abandonné un petit garçon de 8 mois dont le père n'avait jamais été identifié. Le nourrisson fut alors confié à Catherine Bowen et Minnie s'en occupait beaucoup. Quand le jeune homme apprit cette nouvelle, il se demanda aussitôt si la défunte n'essayait pas de communiquer directement avec Minnie. La nuit tomba, et les puissants coups frappés dans le mur se feront de nouveau entendre dans la chambre de la fillette. C'est alors que Davy s'approcha de Minnie et lui expliqua qu'il s'agissait de l'esprit de sa défunte sœur et qu'elle se trouvait peut-être près d'elle dans la même pièce. Quelques minutes plus tard, un nouveau coup s'éleva dans la chambre et la petite fille, croisant ses mains en signe de supplication, demanda d'une voix tremblante « Si c'est toi, peux-tu me parler ?» Elle resta silencieuse pendant un moment, puis brusquement, elle se mit à pleurer. La fillette posa sa tête sur les genoux de sa mère, leva les yeux et expliqua avec assistance que sa sœur lui avait bel et bien parlé. Voici ce qu'elle m'a dit. « Dites à ma mère que je suis parfaitement heureuse où je suis. Quand j'étais malade, vos prières m'ont amenée à cet endroit et m'ont rendue heureuse. Dites à ma mère de ne pas s'inquiéter. Je regarderai et veillerai sur vous. » Le fantôme, ayant fait passer son message, tout le monde espérait que ces bruyantes manifestations allaient cesser, mais en vain. Peu de temps après, le Sydney Morning Herald fit paraître un article soulignant le rôle de Minnie pour ce phénomène. Alarmé par la situation qui se développait et devenait de plus en plus dangereuse, le gouvernement décida d'envoyer une équipe de policiers de Sydney pour soutenir ceux de Gira. Monsieur Moore et ses hommes se présenta chez la famille Bowen et il obtint la permission de rester chez eux durant 2 nuits. Après avoir fait enlever une partie de la toiture pour y installer des postes de guet, Monsieur Moore aménagea un système de pièges complexe et demanda à ses hommes de garder la famille sous surveillance constante. Durant les 2 nuits qui suivirent, les manifestations s'étaient amplifiées de façon considérable, laissant les policiers dans le désarroi le plus total. Avant de repartir pour Sydney, Monsieur Moore était convaincu qu'il était impossible de truquer cet étrange phénomène. Toujours d'après lui, toute cette histoire est provoquée par un poltergeist et aucune manifestation observée ne pouvait être le fait d'un ou plusieurs plaisantins. Cherchant à protéger leur famille, le couple Bowen décidèrent de l'envoyer chez sa grand-mère qui habitait en dehors du village. Pendant quelques jours, le calme était enfin revenu. Mais cela sera de courte durée. Les manifestations referont parler d'elle, et cette fois-ci dans la maison de la grand-mère où Minnie y était installée. Des jets de pierre vinrent frapper les murs extérieurs, et les voisins, intrigués par ce fracas, feront appel aux autorités locales. Les policiers, pensant à une farce, décidèrent de repartir aussitôt. Cependant, les pierres continuèrent à être projetées sur la maison durant toute la nuit, frappant les murs et le toit. En août 1921, après des nuits entières de pluie incessante de pierres, la grand-mère de Minnie en eut assez et demanda à la fillette de quitter les lieux. Elle retourna alors vivre chez ses parents à Gira. Les années passèrent et inexplicablement, les projections de pierres se firent de plus en plus rares et un jour, plus aucun bruit. Les manifestations s'arrêtèrent complètement. Minnie comprit alors que l'esprit de la maison avait enfin trouvé la paix. De nos jours, personne n'a pu affirmer avec certitude si la maison de la famille Bowen était véritablement hantée et si leur fille Minnie a réellement été victime d'un poltergeist ou était-ce simplement sa défunte sœur qui désirait communiquer avec elle. Après cette effroyable expérience, plus personne n'entendit parler de cette histoire. Cependant, selon Hélène, la sœur de Minnie, une fois adulte, celle-ci développa de fabuleux pouvoirs psychiques, notamment en psychokinésie.
Elle décédera en 1989 à la suite d'un accident de la route à l'âge de 80 ans, emportant avec elle son effroyable secret. Dans les traditions bretonnes, la mort est toujours annoncée. Elle ne frappe jamais sans qu'un message soit délivré aux proches et aux futurs défunts. Les manifestations des messages annonciateurs de décès sont appelées les intersignes. Un intersigne est un lien mystérieux établi entre deux faits qui se produisent au même moment et le plus souvent à de grandes distances l'un de l'autre. Certains rapportent avoir vu le portrait d'une personne aimée se décrocher inexplicablement du mur et par la suite, on apprend qu'au même moment, cette personne est morte. Cela peut être apparenté à une forme de télékinésie de la mort. Cependant, peu de gens parlent de ce phénomène d'intersigne, ou également dénommé avision. Selon les régions, ces manifestations sont aussi appelées Seblanchou, Sinaliu ou Trauspont. Mais la personne à qui se manifeste l'intersigne est rarement celle que la mort menace. Si ce phénomène est aperçu le matin, l'événement annoncé doit se produire à brève échéance, 8 jours ou plus. Si c'est le soir, le délai est plus long et peut être d'une année ou plus. Personne ne meurt sans que quelqu'un de ses proches, de ses amis ou de ses voisins n'en ait été averti par un signe. Certains procédés médiumniques tentent à penser que lorsque quelqu'un meurt, les intersignes les plus courants sont des coups semblant être frappés depuis l'intérieur des murs. On peut également entendre des bruits de pas dans une pièce vide, des mains invisibles qui étreignent ou tirent violemment des couvertures, des chandelles qui s'éteignent subitement et des gouttes de sang suintant sur les murs. Il est autant à penser que la majorité des phénomènes décrits comme étant paranormaux et qui découlent de la mort d'un membre de la famille ne sont que le résultat d'intersignes n'ayant pas été compris et analysés comme tels. Voici quelques témoignages, dont celui écrit par un entrepreneur de pompes funèbres partageant ses impressions sur les phénomènes de télékinésie au moment de la mort. Ayant été durant plusieurs années attaché au service des pompes funèbres et connaissant ainsi les manifestations qui se rattachent aux événements de mort, je vous transmets mes observations sur ce sujet. Les horloges qui s'arrêtent au moment de la mort sont un phénomène des plus fréquents et constituent le sujet de conversation et d'enquête en un grand nombre de familles visitées par le malheur. Les portraits qui tombent, les instruments musicaux qui jouent spontanément en coïncidence avec les événements de mort viennent immédiatement après dans l'ordre de fréquence. Toutefois, il est beaucoup plus rare qu'une horloge ne fonctionnant plus depuis des années se reprenne tout à coup à marcher au moment d'un cas de décès dans la famille. De telles manifestations se produisent si souvent qu'il en devient familier aux personnes travaillant au service des pompes funèbres. Dans l'année 1900 au Brésil, dans la maison de Sr Carlos Jansen, un petit portrait de sa mère fut projeté par terre le jour même où cette dame mourait en Allemagne. Quand elle se trouvait encore au Brésil, elle l'avait promis à l'un de ses petits-fils qu'au moment de sa mort, elle lui annoncerait en faisant tomber son portrait, celui-là même donné pour cette occasion morbide. Ce qui en effet se réalisa. Cette incroyable circonstance rend d'autant plus improbable, du point de vue de sa famille, en faveur de l'hypothèse d'une présence spirite. En effet, si dans cette histoire, l'objet désigné tomba conformément à la volonté manifestée par la dame durant sa vie, ceci constitue une raison de croire que la volonté de la morte n'est pas étrangère à la chute de l'objet, et donc qu'elle était spirituellement présente. Dans certaines régions de France, on décrit encore de nombreux signes précurseurs de la mort. En voici quelques exemples. Quand un oiseau vole autour d'une maison, au moment de la mort, il vient frapper un carreau. Si la nuit, le menuisier entend des planches qui s'entrechoquent, c'est signe qu'il aura le lendemain un nouveau cercueil à fabriquer. Quand on voit le soir dans une maison volée de petits papillons blancs, c'est qu'un de ses habitants doit mourir dans quelque temps. Vous l'aurez compris, il subsiste encore les traces d'une superstition populaire sur les intersignes. La plus connue est sans nul doute celle des femmes de marins-pêcheurs. On raconte que lorsqu'elles restent sans nouvelles de leur mari depuis longtemps, elles allument alors un cierge béni au pied de Saint-Loup le Petit. Si le mari se porte bien, le cierge brûle joyeusement. Si au contraire, le mari est mort ou va mourir, il est dit que le saint accorde à sa future veuve le privilège de voir le cierge luire d'une flamme triste, brûlant par intermittence puis s'éteignant peu à peu. De nos jours, la croyance populaire et les intersignes continuent de se transmettre oralement. Vous voilà prévenus, je vous laisse à présent le temps de pouvoir observer au mieux tout ce qui vous entoure.